Bonjour et bienvenue sur laprovence.com. Qui sera le prochain député de la circonscription de Salon de Provence et du pays salonnais? Eh bien, c'est ce qu'on va en tout cas voir ici sur laprovence.com avec ce débat des élections législatives. Je vous rappelle, le premier tour, c'est ce dimanche. Avec nous, 3 candidats. Jean-Marc Zulesi, ensemble. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le député sortant. David Itier des Républicains, les Républicains. Bonjour à vous. Éric Deligny, NUP. Bonjour messieurs. Merci d'être ici. À noter que Romain Tonussia a également été invité, mais n'a pas pu être présent à ce débat. Justement, les autres candidats, il y en a 11 au total dans cette circonscription. Bolal Axil, des écologistes, Daniel Mel, des écologistes également, Jean-Michel Farge, Reconquête, Romain Tonussia, on l'a dit à l'instant, du Rassemblement National, Rémi Basali, divers extrême gauche, Victor Gago-Chiden des écologistes, Edith Galarac de la droite souverainiste et enfin Sophie Imbert divers. Le temps de parole, messieurs, sont décomptés. On fera donc un point avec notamment 4 thèmes pour justement présenter ces thèmes. Bonjour Stéphane Rossi. Bonjour. Vous êtes chef d'agence à Salon. On l'a dit, 4 thèmes. On va débuter néanmoins par une question politique. Oui, une petite question politique. On va rebondir sur un des propos d'un des candidats, donc David Itier ici, qui a déclaré dans la Provence récemment qu'il voulait être un député à portée de baffe et non hors sol. Donc je vous pose la question à tous les 3, à tour de rôle. Pour vous, c'est quoi un député de la République ? Alors on va commencer... Allez-y. Un député de la République, c'est un député qui est présent sur le terrain, dans sa circonscription, qui met son mandat sous le signe de l'engagement, sous le signe de la proximité, mais c'est aussi un député qui est présent à l'Assemblée nationale et qui sait porter la voix de son territoire, comme j'ai pu le faire pour la reconstruction de l'hôpital du pays salonnais, comme j'ai pu le faire sur l'éducation, comme j'ai pu le faire dans le cadre de ce que j'ai appelé des ateliers législatifs, où j'ai associé les citoyens à la construction de la loi. Donc un député qui est à la fois très présent au niveau national pour porter la voix du territoire et un député qui est ancré dans la réalité du terrain. Éric Deligny. Donc un député, bien sûr, il doit être à l'Assemblée nationale puisque c'est lui qui participe à l'élaboration des lois et à la mise en place de celles-ci. Être à l'écoute du territoire pour remonter les informations qui reviennent des gens, donc être à l'écoute du collectif et ensuite avoir sa mission de 5 ans pour améliorer le quotidien des gens, pour améliorer le futur et faire en sorte que les choses se passent au mieux pour la nation française. David Itier. Écoutez, je pense qu'effectivement, le député il doit trouver ce subtil équilibre entre sa présence à l'Assemblée nationale, puisque c'est là qu'on vote la loi et qu'on contrôle l'action du gouvernement, mais en même temps, être proche du terrain, être proche des habitants, parce que c'est là qu'on prend en compte et qu'on entend les préoccupations, c'est là qu'on peut travailler sur des sujets concrets de notre territoire, glaner des expériences, glaner des sujets locaux pour les porter au niveau national. Et même si le député est seul à exercer son mandat quand il siège à l'Assemblée nationale, je pense que c'est important d'être accompagné aussi par un vivier d'élus locaux, d'associations de citoyens qui, tout au long du mandat, peuvent aider le député à porter un certain nombre de sujets. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, j'ai proposé à ma suppléante, Sylvie Miceli-Houdet, qui est la maire de Rognac, si je suis élu député, de présider à mes côtés un comité avec des associations, des élus locaux, des acteurs locaux citoyens, pour aider le député dans sa tâche de vote de la loi et de contrôle de l'action du gouvernement. Allez, on va bien rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, je tiens à préciser que par souci de clarté des débats, la Provence a fait le choix d'inviter ces 3 principaux candidats, un poids politique déterminé en fonction de plusieurs critères, les résultats à l'élection présidentielle, l'implantation politique dans le secteur et puis l'historique aussi des députés sortants. Stéphane Rossi, on débute avec le premier thème, l'hôpital et la santé. Oui. Donc la santé, évidemment, c'est un enjeu majeur pour les Français, notamment sur le territoire. Donc je rappelle que sur le territoire du pays salonnais, on a un hôpital qui est constamment saturé, qui ne peut plus s'étendre, avec des urgences qui sont régulièrement saturées. Donc 45 000 passages par an aux urgences, ça fait plus que ce qu'enregistre l'hôpital Nord chaque année. Les soignants sont épuisés, donc on sent le service public hospitalier un peu mis à mal. Donc le gouvernement a annoncé en décembre 2021 78 millions d'euros pour reconstruire un nouvel hôpital. Mais bon, ce sera pour dans 5 ans. Donc en attendant, je vous pose la question à tous les 3. Qu'est-ce qu'on fait et quel rôle peut jouer le député en matière de santé sur ce territoire ? Monsieur le député sortant, on commence par vous ? Oui, d'abord il y a un sujet qui est essentiel dans le rôle du député, c'est de pouvoir faire entendre la voix des soignants, la voix du personnel hospitalier au niveau national. Et c'est ce que j'ai fait, puisque la concrétisation des 78 millions d'euros, c'est bien l'État qui l'a mis sur la table grâce
aux prises de parole que j'ai pu porter. Et ce, je le dis, grâce au travail exceptionnel réalisé par la direction de l'hôpital du Pays Salonnais et l'ensemble du personnel hospitalier. Ceci étant dit, moi je pense que l'hôpital public a été abandonné ces 20 dernières années. Et donc on s'est attelé ces 5 dernières années à pouvoir redonner ces lettres de noblesse à l'hôpital public. Ça passe notamment, je l'ai dit, par les 78 millions d'euros, mais il faut aller plus vite. Il faut être en capacité de voir cet hôpital sortir de terre dans les 3-4 prochaines années. Et je crois que ça sera le rôle du prochain député que je serai de pouvoir porter cette voie-là. Le deuxième sujet, c'est la valorisation du métier. C'est-à-dire on a augmenté de 183 € net par mois ceux qui s'investissent dans l'hôpital public. Mais moi, je pense qu'il faut continuer à revaloriser ces métiers. C'est juste essentiel. Et puis le troisième point, parce qu'on n'insiste pas assez sur le sujet, et ça fera partie encore de mes priorités, c'est revaloriser aussi la médecine de ville. Parce que si on veut désengorger notamment nos urgences, eh bien, il faut être en capacité d'avoir une médecine de ville de qualité pour justement valoriser justement ce métier et améliorer les conditions de travail de ceux qui s'impliquent dans l'hôpital public. Éric Deligny, je vous ai entendu réagir là. En fait, on s'est aperçu que d'ailleurs, suite à la dernière mobilisation qu'il y a eu autour de l'hôpital à Salon de Provence, que les actions qui ont été faites ces 5 dernières années ne sont pas du tout en accord avec ce qui a été dit. Il y a toujours eu des lits qui ont été fermés, alors que ce soit au niveau national. Les soignants sont dans un état en fait de problématiques au niveau de la charge de travail qui est considérable. Ils ont été méprisés justement pendant l'action du Covid, où ils avaient des équipements qui étaient particulièrement détestables. Travailler avec des sacs poubelles, c'est assez extraordinaire. Une fois que tout ça s'était revenu plus ou moins à la normale, certains ont été tout simplement congédiés en dehors de tout statut de la fonction publique et n'ont pas eu la possibilité d'avoir le moyen de subvenir à leurs besoins. Donc on se rend compte que l'hôpital public de Salon a déjà d'une part été abandonné depuis 20 ans. Les investissements n'ont pas été faits, l'entretien n'est pas fait au niveau des locaux. On retrouve en fait un délabrement systématique des services publics qui sont mis en œuvre par l'État. Et derrière, on se retrouve avec une situation qui est catastrophique. Lorsque les urgences d'Arles ou les urgences d'Aix-en-Provence craquent, à ce moment-là, ça arrive sur les urgences de Salon de Provence qui se mettent à craquer aussi, et c'est un chaos le plus total. Donc tout ça, c'est une désorganisation. Donc en fait, il va falloir un plan d'investissement au niveau de l'hôpital. Il faut bien sûr augmenter le point d'indice pour les personnels qui sont à l'intérieur, d'embaucher, mais aussi au niveau des personnels invisibles, ce qu'on appelle les invisibles, c'est-à-dire les techniciens qui vont s'occuper de faire en sorte que les locaux fonctionnent, les personnes qui sont là pour faire l'entretien des sols, et bien sûr le personnel soignant. On a une grosse problématique parce que justement tous ces personnels ont été maltraités ces dernières années, donc ils sont en train de fuir et partir vers d'autres secteurs d'activité. Donc on se retrouve avec une pénurie au niveau de l'hôpital. Et donc il y a des signaux d'alerte qui ont été lancés déjà depuis des années, qui ne sont absolument pas entendus. Donc c'est entouré de communication et derrière, en fait, il ne se passe rien. Et là, donc, il est proposé un plan sur un nouvel hôpital qui est un partenariat public-privé. Donc nous ferons de toute façon des moratoires sur tout ce qui est partenariat public-privé, parce que pour nous, c'est impensable de faire une chose pareille, et en plus sur des terres agricoles. David Hittier, deux visions différentes, hein, et vous dans tout ça ? Moi, je pense que la santé de nos concitoyens, c'est un des enjeux majeurs des 5 prochaines années. Et les mobilisations d'hier nous ont encore montré combien l'hôpital public est en grande difficulté aujourd'hui. Il y a sur la santé de nombreuses mesures à prendre sur l'intégralité de la chaîne de santé. C'est l'hôpital, c'est la médecine de ville, ce sont les infirmières libérales. Il y a beaucoup de mesures à prendre sur ce sujet. Mais il y a le sujet local, Monsieur Rossi l'a dit tout à l'heure, sur l'hôpital du Pays Salonnais et sur sa reconstruction. Cette reconstruction, et on l'espère, elle sera possible. Elle a franchi des étapes importantes ces dernières années grâce à l'union inédite de 20 maires qui, dans ce territoire, se sont unis pour demander avec urgence à l'État d'enfin accepter le principe d'une reconstruction. Il a fallu en venir là pour que l'État accepte ce principe. Et puis il y a eu des annonces nationales, financières notamment, qui ne règlent pas toute la question du financement de l'hôpital, puisque l'État met une partie, mais demande aux collectivités d'acheter le terrain et demande à l'État de s'endetter, ce qui va rajouter des difficultés à notre hôpital et qui montre bien qu'aujourd'hui les orientations nationales sont en affichage, en soutien au système de santé, mais dans la réalité, on ne l'aide pas tant que ça. Mais le député que je voudrais être, il sera attentif sur 2 points, sur la reconstruction du prochain centre hospitalier du Pays Salonnais. Le premier, ce sont les délais.
On ne pourra pas attendre encore 7, 8, 10 ans que cet hôpital soit reconstruit. D'abord parce qu'aujourd'hui, la santé et le soin y est rendu dans des conditions détestables, autant pour les patients que pour l'ensemble du personnel hospitalier. Donc il faudra veiller et sans doute être force de proposition pour accélérer les procédures dans la reconstruction de ce centre hospitalier. Et puis il y a un vrai sujet qui n'est peut-être pas encore aujourd'hui sur la place publique, c'est qu'est-ce que l'on aura dans ce prochain centre hospitalier ? Et le député que je serai se battra notamment pour que la capacité de l'hôpital, le nombre de lits, ne soit pas diminué, mais soit même augmenté par rapport à l'existant. Parce que quand on construit un hôpital, celui existant a été construit en 1903. Quand on construit un hôpital, c'est pour des décennies. Et il faudra veiller, dans les autorisations que l'ARS devra donner et n'a pas encore donné, à ce que la capacité de ce prochain centre hospitalier soit suffisante, pas pour aujourd'hui, pas pour demain, mais pour une longue période et pour des décennies à venir. À noter que c'est en aucun cas de l'affichage, puisque au-delà du financement qui a été donné de 78 millions d'euros et qui a bien été acté dans le cadre du plan Ségur, il y a aussi une reprise de la dette. Ça, je le dis, parce que on a laissé faire. On a laissé faire. Oui, on a laissé faire. Et l'ensemble des politiques précédents ont laissé faire. Des emprunts qui étaient tout simplement toxiques, qui ont mis en difficulté l'hôpital public. Et ça, personne n'en parle. Et grâce à l'action que j'ai menée en tant que député et que je continuerai à mener ces 5 prochaines années, eh bien, on continuera tout simplement à assainir la dette de l'hôpital public. C'est juste essentiel si on veut investir dans le prochain hôpital. Oui, c'est toute la difficulté, c'est qu'on dit à l'hôpital, on reprend votre dette, mais endettez-vous derrière pour financer le nouvel hôpital et réduisez la capacité de l'hôpital pour qu'il coûte moins cher. C'est tout l'écart entre des mesures d'affichage et la réalité sur le terrain qu'il faut aller porter de manière très très forte. On est les seuls à avoir mis ces 78 millions d'euros à l'heure où vous l'avez abandonné, et nous continuons à désendetter l'hôpital public. Vous n'êtes pas d'accord. En tous les cas. On va dans le même sens, mais on a peut-être des approches différentes. Les visions différentes. Tout à fait, on est vraiment dans une logique entrepreneuriale. L'hôpital n'est pas une entreprise, on n'a pas à parler de dette d'une entreprise. Il faut, mettre tous les moyens nécessaires pour accorder à nos concitoyennes et concitoyens la possibilité de se soigner correctement et dignement, dans de bonnes conditions. Donc pour cela, il faut sortir de cette logique. Donc il y a plusieurs logiques qui ont été mises dans l'hôpital, la T2A, la tarification à l'acte, qui est une aberration qui va pousser certains soignants à faire des actes plus que d'autres. Donc il faut revenir à la logique de ce qu'est la sécurité sociale, que nous d'ailleurs nous allons porter à 100% au niveau des remboursements, de savoir qu'on cotise selon ses ressources et on est soigné selon ses besoins. Tout simplement. Stéphane Rossi, on va partir sur un autre sujet, un autre thème aussi important, l'environnement. Oui, l'environnement, c'est aussi un enjeu majeur du territoire. Donc, il y a des sujets que l'on connaît, comme l'étang de Berre, dont on parle depuis 50 ans, qui est en souffrance. Puis, il y a des sujets un peu plus inattendus. C'est ce qui s'est passé le 26 décembre dernier, lorsque un incendie a détruit un centre illégal de stockage de déchets sur Saint-Chamas. Donc c'est devenu un événement national avec le démantèlement d'une filière de trafic autour des déchets, dont Saint-Chamas ce stockage faisait partie, bien évidemment. Il y a aussi les terres agricoles qui se réduisent. Donc nous, ce que l'on aimerait savoir, c'est comment un député peut-il et doit-il faire avancer la grande cause de la protection de l'environnement. Là où il y a 3 exemples concrets, donc comment porter ces au niveau David, national. il y a un léger retard, on va vous laisser débuter. Je pense que le rôle d'un député, le rôle du Parlement, le rôle du législateur sur la protection de l'environnement et sur la transition environnementale, c'est de lever tous les freins qui empêchent aujourd'hui de mener un certain nombre de projets qui concourent à la transition environnementale et donc à la protection de notre écosystème, de notre biodiversité et de la planète. C'est le cas sur la question de la souveraineté alimentaire, dont on parle beaucoup, où il faut lever des freins pour permettre notamment aux collectivités publiques, aux communes, comme c'est le cas à Salon-de-Provence, de pouvoir toujours plus s'approvisionner en circuit court. Il y a des villes qui souhaitent le faire, mais qui sont bloquées par le Code des marchés publics. Moi, sur ce sujet, par exemple, je soutiendrai cette exception alimentaire dans le Code des marchés publics qui permet de favoriser l'accès au circuit court. Et puis, il y a ces sujets nationaux sur lesquels le parlementaire doit s'engager en levant des freins. Et puis, il y a effectivement des sujets locaux. Vous en avez évoqué quelques-uns. Il y a celui de l'étang de Berre. Je pense que ce n'est pas le sujet sur lequel vous trouverez le plus de différences entre nous, puisque ça fait partie d'un sujet sur lequel il y a aujourd'hui une vraie unité politique pour porter la réhabilitation de l'étang de Berre, sur laquelle moi je voudrais faire
donner 3 idées, ou en tout cas m'exprimer sur 3 points. Le premier, c'est que pour porter cette réhabilitation de l'étang de Berre, je pense qu'il faut faire une entière confiance à tous les acteurs locaux qui aujourd'hui, comme hier et depuis de nombreuses années, se battent sur ce sujet, des élus, avec le JPREB, avec l'ensemble des communes qui bordent l'étang de Berre et qui depuis de nombreuses années s'investissent sur ce sujet, les associations qui s'investissent sur le sujet, qui portent ces revendications depuis longtemps et que le parlementaire doit les porter. Il y a un deuxième sujet, ce sont les discussions avec EDF, et on a bien vu dans les annonces récentes, il y a un peu moins d'un mois, que EDF faisait marche arrière alors qu'il avait annoncé son intérêt, son envie d'agir pour la protection de l'étang de Berre. On a bien vu cette marche arrière il y a quelques semaines qui est regrettable. L'État étant l'actionnaire majoritaire d'EDF, je pense que c'est le rôle du parlementaire que de dire si l'État fait de l'étang de Berre et de sa réhabilitation une priorité, alors il faut que l'État tape du poing sur la table vis-à-vis d'EDF. Et puis un troisième sujet sur l'étang de Berre, c'est le financement des projets qui sont inclus dans la feuille de route qui a pu être validée par l'ensemble des partenaires politiques. Et là aussi, nous avons besoin que l'État accepte enfin de financer là où les collectivités territoriales, je pense notamment à la région et à la métropole, ont fait des annonces extrêmement importantes sur le financement des différents projets de la feuille de route. Jean-Marc Gélési. Oui, 2 sujets. Le premier, c'est sur ce qui s'est passé à Saint-Chamas. Suite à ce terrible événement, j'ai réuni, grâce au soutien de Didier Calfa, le maire de la commune, les associations en lien avec l'environnement, et nous avons travaillé une proposition de loi. Cette proposition de loi, c'est 7 articles qui visent notamment à ce qu'on puisse classer ce type d'activité dans une procédure d'enregistrement, de sorte à ce qu'elle soit beaucoup plus suivie, donner plus de rôle au préfet, de sorte à ce que, à partir du moment où il y a le moindre écart en termes de réglementation, le préfet ait la totale liberté de fermer l'activité en question. Troisième sujet, c'est d'assurer qu'il y ait des installations dignes de ce nom sur ce type d'activité. Je pense notamment à des bornes incendie. Il n'y avait pas de bornes incendie sur le site de Saint-Chamas. Et puis, un point qui est essentiel, c'est s'assurer que les services de l'État, en lien avec les collectivités territoriales, aient les moyens de contrôler ce type d'installation. Donc ça, c'est ce qu'on a travaillé. La proposition de loi est prête. Et lorsque je serai député dans quelques semaines de nouveau, eh bien, je la déposerai auprès de l'Assemblée nationale. Il faut juste préciser que l'usine stockait 100 fois plus de déchets, je crois, que ce qu'elle devait. Non, c'est 30 fois plus de déchets que ce qui était prévu. Le deuxième sujet, c'est sur l'étang de Berre. Permettez-moi d'en parler, puisque j'ai porté la mission d'information permettant la feuille de route de réhabilitation de l'étang de Berre, 20 mesures, où j'ai associé Pierre Daréville, député communiste, Éric Diard, les Républicains, et ensemble, on a travaillé avec l'ensemble des élus, je le dis, l'ensemble des citoyens, puisque nous avons lancé une consultation citoyenne qui a eu son succès, et nous avons rendu 20 propositions. Ces 20 propositions, contrairement à ce qui a été dit, elles s'appliquent. On a des discussions, des négociations avec EDF. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut diminuer au niveau de la centrale hydroélectrique le débit de 1,2 milliard à 900 millions de mètres cubes d'eau, les 300 millions de mètres cubes d'eau, il faut travailler avec les agriculteurs de manière à valoriser l'eau. Et le vrai sujet de cette réhabilitation de Berre, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette valorisation de l'eau, cette ressource du XXIe siècle qui est juste essentielle. Donc les travaux sont menés, on a un rendez-vous qui est pris au mois de juillet avec la préfecture, avec l'ensemble des élus locaux, de sorte à ce que cette feuille de route, on puisse faire un point sur cette feuille de route suite au lancement au mois de septembre dernier. Éric Delény, votre moyen d'action dans tout ça ? Donc en fait, on va parler déjà des déchets. Donc en fait, on s'aperçoit le laxisme quand c'est laissé à la gestion des entreprises. Il y a un laisser-aller le plus total. Aucun contrôle n'est fait en amont, ni pendant, ni extérieur. Il faut regarder bien sûr le foncier. Pourquoi est-ce que ça a été mis là ? Quelle est la raison ? Donc voilà, donc le principal déchet en fait qui permet d'être recyclé, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc il faudra derrière aussi contraindre les industriels à arrêter le triple emballage et compagnie qui crée, un amoncellement de déchets qui derrière ne sont pas gérés. Ils sont soit enterrés, soit stockés comme ça de manière abusive. Au niveau de l'étang de Berre, sachant qu'on va faire en fait un grand pôle au niveau de l'électricité, un pôle public de l'électricité,
EDF donc, se soumettra à la décision de l'État. La ressource principale, c'est l'eau. C'est l'eau de la Durance. L'eau de la Durance, c'est celle qui alimente justement nos agriculteurs, c'est celle qui alimente nos villes, c'est celle qui va réalimenter justement les nappes phréatiques. Et cette gestion de l'eau, ça va être bientôt supérieur à ce qu'on appelle l'or noir, ça va être l'or bleu. Voilà, l'eau va être impérative parce qu'elle est nécessaire à la vie. Donc nous, on proposait donc les premiers mètres cubes d'eau justement gratuits au niveau des citoyens pour les alléger au niveau de leur charge. Et cette gestion de l'eau, on a la possibilité de réinvestir au niveau des turbines EDF qui sont quand même anciennes, de pouvoir mettre des turbines récentes qui sont capables de faire ce qu'on appelle l'auto-river, c'est de faire tout le canal de la Durance en mode step pour pouvoir d'une part stocker l'eau qui arrive au niveau de l'étang, l'empêcher de se mélanger avec l'autre et de pouvoir remonter en période creuse parce qu'au niveau de la grille, au niveau national de la production d'électricité, quand ça produit à un endroit, si on est en période creuse à ce moment-là, on peut repomper l'eau et derrière pour aller la réinjecter dans le lit de la Durance, ce qui permet d'éviter l'assèchement, d'éviter la perte de biodiversité à ce moment-là et de pouvoir réalimenter les nappes. Et on voit des problématiques aussi à Grance, notamment avec les entrepôts Clé Sud, dont toutes les personnes qui ont pu étudier ce dossier disent que c'est un dossier qui est aberrant et totalement inutile et qui pourtant va être construit sur des terres agricoles, qui va de nouveau briser la biodiversité, polluer les nappes, faire du bétonnage et on est encore avec des trafics de camions qui vont s'accumuler alors que tout le monde s'accorde à dire que cette zone est totalement inutile. Donc moi je dis encore, pourquoi on fait cette zone-là? Regardez le foncier, qu'est-ce qui se passe? Merci. Soyez les bienvenus en tout cas sur la Provence.com. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien, c'est le débat de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône en direct évidemment. Et puis bien sûr demain dans l'édition, vous retrouverez ce débat avec nos journalistes sur Salon. Stéphane, on va partir sur un autre sujet différent, celui de la sécurité. Oui, la sécurité, donc avec un petit peu des exemples concrets. Monsieur Zulizy, vous avez œuvré pour obtenir plus de forces policières et de gendarmerie sur la circonscription. La Circo est d'ailleurs équipée d'une des premières alpines pour la gendarmerie. David Dittier, vous proposez d'avoir plus de moyens pour les policiers municipaux dans votre programme. Et M. Deligny, la NUPS, dans son ensemble, n'est pas très raccord avec les propositions de ses adversaires en termes de sécurité. Donc je voudrais savoir concrètement, vous, en tant que député, que feriez-vous pour améliorer la sécurité de vos concitoyens sur cette circonscription ? Donc pour nous, il faut revenir à des fondamentaux. En fait, il va falloir sortir de l'utilisation en fait de la police, qui est actuellement des forces de l'ordre. Nous voulons revenir à des gardiens de la paix, qui soient plus en contact avec la population, justement avec la police de proximité, et éviter justement des débordements qui ont lieu ces derniers temps, où quand un train n'arrive pas suite à des problématiques, la seule solution qu'on a, c'est de gazer les gens. Quand il y a des problèmes qui se passent au niveau d'un stade, la seule solution, c'est de gazer les gens. Donc en fait, il faut réinstaurer un dialogue. On était à une époque où le chanteur Renaud, pour ne pas le citer, disait qu'il embrassait un policier. Là, on se retrouve avec une problématique et c'est pas les troupes, c'est pas les policiers qui sont en cause, c'est la manière dont ils sont utilisés. Et en fait, on s'aperçoit que ce soit Gérald Darmanin ou certains préfets à Paris ont une utilisation en fait de la police qui est totalement hors sol. C'est toujours dans la confrontation, donc il faut revenir en fait à des fondamentaux qui sont nécessaires pour le bien-être, le bien-vivre de nos concitoyens. On s'aperçoit aussi que la gestion toujours d'entreprises, notamment faite au niveau des préfectures, avec justement une perte de personnel qui sont remplacés par des vacataires, on se retrouve au niveau des préfectures à avoir justement des grosses problématiques de gestion de personnel qui amènent une gestion encore plus lourde qu'auparavant. Et on rentre en fait dans un circuit où de toute façon, la Macronie est totalement incapable de gérer un État puisqu'elle le gère en mode entreprise, a toujours cette fonction de voir le profit, des économies, toujours des économies, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être et la sécurité des gens, voilà, au quotidien. Jean-Marc Zulizy ? Bon, plusieurs points. Premier point, c'est que moi j'ai un total respect vis-à-vis de nos forces de l'ordre et je suis scandalisé par les propos de la France Insoumise quant à nos forces de l'ordre. Je le dis, il faut un travail exceptionnel. Je les respecte aussi. Non, mais je vous le dis, il faut un travail exceptionnel. Ouais. Et le travail. C'est les ordres qui leur sont donnés. Il faut un travail exceptionnel. Il faut venir sur le terrain pour voir ce que font nos gendarmes, ça, oui. nos policiers. Et sur notre circonscription, je peux vous dire que c'est juste remarquable. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire qu'on a eu une politique d'économie sur nos forces de l'ordre. Alors que certains ont supprimé 10 000 policiers et gendarmes, nous avons recruté plus de 10 000
policiers et gendarmes, puisque nous avons des recrutements supplémentaires qui arrivent au commissariat de Salon de Provence. On rénove les gendarmeries, vous le voyez à la gendarmerie de Salon de Provence, avec une rénovation énergétique, des véhicules supplémentaires qui arrivent encore sur le terrain, ces fameuses 5008, et la cerise sur le gâteau, cette Alpine A110, qui est à la brigade autoroutière de Salon de Provence. Et ça, c'est le fruit d'un combat mené avec d'autres députés pour tout simplement porter la parole de nos forces de l'ordre au plus haut niveau, et ça je l'assume. C'est un travail mené dans le cadre du projet de loi de finances, c'est un travail mené aussi avec la préfecture de police, de sorte à ce que notre circonscription soit bien lotie, et je peux le dire, j'en suis fier. Je vous ai vu réagir sur l'Alpine. Non, mais l'Alpine, pourquoi pas? C'est la nécessité de rattraper les bolides d'intervention. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on est toujours dans le discours, voilà, les forces de l'ordre. Il faut arrêter avec ça. Ce sont des concitoyens qui sont avec nous. Mais ce ça sont n'empêche pas la proximité. Et je veux dire, il faut changer la nature en fait des ordres qui sont donnés à ces braves gens. Ce sont nos compatriotes. Ils font de leur mieux pour effectuer leur travail. Mais quand les ordres sont ubuesques, à ce moment-là, on peut amener à avoir des dérives. Et le fait d'avoir non pas une animosité envers les policiers et policières, je suis désolé, c'est envers les ordres qui leur sont donnés. Donc à un moment donné, les responsables qui ont donné des ordres ubuesques devront à un moment donné, voilà, on va payer laisser les conséquences. parler également sur ce sujet. David Itier, pardon. Oui, merci beaucoup. Alors, quelle différence avec le candidat de M. Mélenchon sur les sujets de sécurité. Vous imaginez bien que le candidat de la droite que je suis a des différences immenses. On vous écoute. Mais j'en parle très volontiers. Je pense que l'État a 3 missions régaliennes. C'est nous protéger, soigner et éduquer. Et sur ces 3 missions, et notamment sur celle de la protection, qu'il s'agisse de la police, de la sécurité ou de la justice, je pense que l'État aujourd'hui n'assure pas convenablement la sécurité et la protection de nos concitoyens. Et loin des grands discours ou des déclarations d'amour à nos forces de l'ordre, je pense qu'il y a besoin de concret. Nos forces de l'ordre, elles ont besoin de moyens technologiques, elles ont besoin de moyens humains. On nous a effectivement annoncé, notamment au commissariat de Salon, des renforts qui ne sont pas encore là, mais on ne doute pas qu'ils finiront par arriver, en tout cas on l'espère, mais pour le moment ils n'y sont pas. Et puis il faut aussi des moyens légaux et réglementaires, et ça c'est aussi le rôle d'un parlementaire. Et le parlementaire que je serai demain, d'abord il sera toujours aux côtés en soutien des forces de l'ordre, des forces de police, des forces de gendarmerie, auxquelles j'associe aussi nos sapeurs-pompiers par exemple. Et puis je pense qu'il faut étendre un certain nombre de pouvoirs qui sont accordés à certaines forces de l'ordre, et je pense notamment aux polices municipales. Un policier municipal aujourd'hui, et nous avons dans notre circonscription beaucoup de maires qui ont mis en place des polices municipales avec des moyens humains, des moyens technologiques. Nos policiers municipaux, ils ne peuvent pas procéder à un contrôle d'identité. Ils ne peuvent pas accéder au fichier des immatriculations alors qu'un garagiste peut le faire. Ils ne peuvent pas faire l'ouverture d'un coffre quand c'est nécessaire. Eh bien moi je me battrai pour que nos policiers municipaux, là où notamment dans nos communes, les maires ont fait l'effort d'avoir une police municipale qui, aux côtés de la police nationale et aux côtés de la gendarmerie, assure une sécurité du quotidien dans la proximité des habitants, eh bien il faudra étendre les pouvoirs de nos polices municipales. Moi, j'ai aucun problème avec ça, à la fois dans les déclarations et dans les actes concrets. Je pense qu'il faut être en soutien de nos forces de l'ordre et au-delà des déclarations d'amour, leur montrer en étendant leur pouvoir, parce que pour vivre bien, il faut vivre dans un État en toute sécurité, et je suis particulièrement attaché à cette notion. David Itier a raison, c'est ce qu'on a fait dans la loi engagement et proximité, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel au nom de l'article 66. Donc il faudra faire une réforme constitutionnelle. Je pense que les votes montreraient que tous les députés n'étaient pas favorables à ça. Il faudra faire une réforme constitutionnelle avant de mettre en application ce qu'on a souhaité dans la loi engagement et proximité. Municipal, voilà. Il y aurait possibilité de le faire sans obstacle constitutionnel. Ce n'est pas vrai au nom de l'article 66. Allez, petite précision. Avant de conclure ce débat, et notamment cette fameuse minute pour convaincre, on avait une question avec Stéphane Rossi. Comment vous jugeriez-vous cette campagne, vous qui êtes sur le terrain, au contact des électeurs, est-elle particulière par rapport, par exemple, à celle de la précédente, par exemple, Monsieur Zulesi? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre sentiment sur cette campagne rapide quand même? Alors, pour tout vous dire, moi je n'ai le regard que des campagnes législatives, puisque j'ai toujours fait le choix de garder mon mandat de député et de me présenter à qu'une autre élection. Je dirais que le climat est plutôt bon. Là où j'ai plutôt une inquiétude, c'est sur la mobilisation de nos concitoyens. Et je crois que le rôle que nous avons tous, c'est de pouvoir mobiliser, intéresser sur la nécessité d'aller voter dimanche. C'est ce qui doit nous préoccuper, au-delà même des différences que nous pouvons avoir chacun de nous. Et donc ça, ce point me semble être essentiel. Et puis, je pense qu'on a un deuxième point aussi, c'est que nos concitoyens ont besoin de concret.
nos concitoyens ont besoin de concret. Ils ont besoin de montrer en quoi est-ce que le rôle du député est utile dans leur quotidien. Et donc ça, c'est ce que j'ai tenté de faire pendant 5 ans. Je vous ai parlé de l'étang de Berre, je vous ai parlé des véhicules supplémentaires, des 78 millions d'euros pour l'hôpital du Pays Salonnais. Le député est utile à la nation, utile dans le quotidien de nos concitoyens. Éric Tolini. Non, mais pour ça, il faut avoir un programme, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est dans une campagne électorale où, en fait, la Macronie n'a absolument aucun programme. Le seul programme qu'on connaît, c'est la retraite à 65 ans. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, vous ? Et en fait, c'est que l'urgence sociale est réellement présente. Je veux dire, les gens n'en peuvent plus. Donc, il va falloir impérativement bloquer les prix, donc, en votant, bien sûr, pour la NUPES, l'Alliance des gauches. Donc, vous aurez la mise en place du blocage des prix, la baisse du prix de l'essence, le prix des loyers à la baisse aussi, les premiers de cubes d'eau gratuits, etc. Donc prendre en compte, je veux dire, la nécessité de ces gens-là, des gens de tout le monde, on s'occupe de tout le monde, et voilà. Donc l'urgence, c'est pareil, écologique n'est pas prise en compte, très peu. Je veux dire, on est dans des discours, mais on n'est pas dans des actes. Nous avons plus de 640 programmes, mesures de gouvernement qui seront mises en place. Et dans le cadre où j'accède à cette fonction-là, je ferai en sorte que ces mesures soient appliquées dans la concertation avec les gens. David Itier. Moi, ce que je note effectivement dans cette campagne, qui se passe avec beaucoup de respect dans notre circonscription, et je m'en félicite, je note un vrai désintérêt de nos concitoyens et des électeurs, à la fois pour l'élection législative, mais pour la politique d'une manière générale. L'urgence écologique. Bien sûr. Et donc, vous savez, moi, je suis aujourd'hui élu local, mais j'ai un parcours aussi militant et engagé. J'ai 31 ans et je passe mon quotidien sur le terrain à essayer de convaincre les uns et les autres qu'il y a des candidats qui s'engagent pour changer les choses, pour essayer d'être utiles à leur territoire et à la nation. Et donc, c'est aussi notre rôle en tant que candidat, en tant que vecteur de la démocratie, que d'aller convaincre qu'il y a un intérêt à aller voter, que nous avons peut-être des idées différentes, et c'est la richesse du débat démocratique, mais qu'il faut venir dimanche choisir l'un d'entre nous pour représenter notre circonscription à l'Assemblée nationale. Allez messieurs, c'est la minute pour convaincre. La minute pour convaincre. On va commencer avec vous, monsieur le député sortant. Face caméra, pourquoi revoter pour vous ? Pour un député engagé, un député de terrain, un député qui n'a pas peur de passer beaucoup de temps dans les communes de sa circonscription, dans l'organisation d'ateliers législatifs, d'aller rencontrer le monde de l'entreprise et surtout porter la voix au plus haut niveau de sa circonscription. Et ça, j'ai pu le mettre en œuvre ces 5 dernières années et je continuerai à le faire dans les 5 prochaines années. Je crois que c'est essentiel d'expliquer à nos concitoyens à quel point un député est primordial et essentiel dans la nation. Dans quelle mesure est-ce qu'un député, par sa voix à l'Assemblée nationale, peut faire avancer les dossiers. Je l'ai dit sur les moyens pour notre circonscription. Jamais notre circonscription n'a reçu autant d'argent, notamment dans le cadre du plan de relance pour soutenir notre économie. C'est le fruit d'un travail de terrain que je continuerai à faire ces 5 prochaines années. David Itier, même question. Pourquoi voter pour vous face caméra ? J'ai expliqué dans cette campagne les idées que je défends, j'ai essayé de le dire pendant ce débat, mais j'ai aussi expliqué d'essayer de dire qui je suis et quel député je pourrais être demain. D'abord, je suis quelqu'un d'enraciné dans ce territoire, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y vis, j'y suis électeur, ce n'est pas le cas de tous les candidats à cette élection législative. Je suis très attaché à ce territoire et donc j'ai envie de le servir toujours plus et d'y être utile pour mon territoire demain en le portant dans le débat national. J'ai la fierté d'être aussi élu local et d'avoir acquis cette expérience en étant adjoint au maire de Salon de Provence, en ayant pu, à travers mes délégations, être au contact depuis 8 ans de mes concitoyens, de voir ce qui va et de ce qui ne va pas, et à travers cette expérience, là aussi, de pouvoir améliorer la loi et améliorer demain au Parlement les règles qui régissent notre vie quotidienne. J'ai assumé avoir le cœur à droite, j'ai des convictions, je suis un militant avec des idées de droite, attaché à la liberté, attaché à l'autorité, je l'ai aussi dit dans cette élection. Et puis enfin, je pense avoir l'esprit libre et pouvoir demain siéger en incarnant une opposition utile au niveau national, parce que l'Assemblée nationale ne peut pas être réduite à une chambre d'enregistrement, ni à un lieu où s'exprimeraient que des oppositions toujours contre tout. Il faut une opposition utile, constructive, et c'est celle que je propose d'incarner. Merci David Itier. On va terminer avec vous, Éric Deligny. Pourquoi voter pour vous ? Donc, si les citoyens et citoyennes donc, décident, et si vous décidez donc, de voter pour nous, ce sera bien sûr pour accéder à un programme. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un programme de gouvernement qui est chiffré, qui est disponible, et non pas faire une réplique de ce qui s'est passé pendant 5 ans, où en fait on a eu de la violence sociale qui s'est décumulée, un écart au niveau des richesses qui s'est encore accéléré. Il y a 12 millions de pauvres maintenant sur notre territoire. Donc il y a une nécessité de gérer le pays d'une manière
différentes, relatives et radicalement différentes, pour prendre en compte justement cette urgence sociale qui touche énormément de concitoyens et de concitoyennes. Je pense principalement au niveau des petits retraités qui n'ont pas la possibilité d'avoir une retraite décente, et aux TPE, et PMI qui sont noyés en fait un petit peu sur les charges des impôts. Donc revalorisation donc, de toutes ces personnes, prendre en compte bien sûr l'environnement et la transition écologique, la transition énergétique, en créant des grands pôles publics, notamment du médicament, de l'énergie, de l'écologie, nationalisation des autoroutes, etc. Voir le site, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci Monsieur Deligny. Merci David Ichet. Merci, et merci Jean-Marc Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Stéphane Rossi. Vous serez sur le pont alors dimanche. Eh oui, comme toujours. Comme toutes les élections. Comme toujours. L'actualité, bien sûr, des élections législatives, c'est à suivre évidemment sur la Provence. Bonne chance à vous. Je vous rappelle qu'ils sont 11 dans cette circonscription, la 8e, celle de Salon. Vous pouvez bien sûr retrouver ces débats sur laprovence.com et dès demain dans l'édition de Salon. Bel après-midi sur laprovence.com. Merci. Merci.